Allez, top. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e webinaire de la semaine de la dénutrition auquel les Hospices civils de Lyon participent. Merci Monsieur le professeur Bonnefoy de nous avoir rejoints et d'avoir accepté de nous faire une présentation sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée. Simplement, je redonne quelques consignes de fonctionnement de ce webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, et toutes les questions sont les bienvenues, n'hésitez pas. Vous les faites via le fil de conversation, via le chat, et ensuite, on les posera à Monsieur Bonnefoy à l'issue de sa présentation. Je vous remercie tous. Monsieur le professeur Bonnefoy, je vous laisse la parole. Merci, Madame Philibert. Eh bien, je vais essayer de partager l'écran. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mes diapositives. Pas encore, mais peut-être ça va arriver. Alors, non, vous ne les voyez pas. Alors, il faut peut-être faire partager. Comment faut-il faire alors? En haut à droite de votre écran, vous avez un petit carré blanc avec une flèche. Ah, partager les contenus. OK. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le diaporama que vous avez ouvert. Vous le voyez là? Toujours pas? Non, toujours pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à l'ouvrir là. Est-ce que déjà il est ouvert sur votre ordinateur? Il est ouvert sur mon ordinateur, oui, puisque j'ai cliqué dessus. D'habitude, ça marche très bien, là, ça ne marche pas. Alors, Session Control approuvé. Alors, des petits problèmes qui vont s'arranger. Oui. Voilà. Alors là, effectivement, on voit un écran. Voilà, ça se précise, mais ce n'est pas le vôtre, apparemment. Non, mais c'est sur mon bureau, là. Hein. Il faut aller sur mon bureau. Voilà, c'est diagnostic de dénutrition, là, j'ouvre. Voilà, vous l'avez? Voilà, cette fois, on l'a, tout à fait. C'est parfait. On l'a très bien, là, cette fois. Allez, bien, impeccable. Donc, on est parti pour une de présentation, monsieur le professeur. Très bien, merci Madame Philibert pour votre invitation, c'est avec plaisir. Donc, je vais vous présenter les nouveaux critères diagnostiques de la dénutrition, qui sont des critères HS qui sortent donc maintenant en 2021. Alors, mon propos sera d'expliquer un peu l'évolution entre les anciens critères de 2007, donc devenus caducs, et pourquoi cette évolution par rapport à de nouveaux critères en 2021. Alors, tout d'abord, la dénutrition, donc c'est un déséquilibre entre les apports et la dépense énergétique. Donc la dénutrition est toujours sous-tendue par une diminution des apports énergétiques, quelle que soit la situation, qui peut être associée ou non à une augmentation de la dépense énergétique, en particulier en cas de situation infectieuse, mais ça reste quelque chose de très marginal, mineur, par rapport à la diminution des apports. Et donc, c'est bien et bien ça qu'il faut considérer. De la diminution des apports va aboutir une diminution du poids, dont une diminution de la masse maigre, musculaire en particulier. Alors, un petit rappel de la terminologie des différentes situations de dénutrition, conformément à l'ESPEN il y a 3 ans. Donc l'ESPEN, et on reviendra tout à l'heure, pourquoi finalement cette distinction est très importante, et c'est repris dans les nouveaux critères HS 2021. Donc, on peut de façon schématique distinguer plusieurs situations. La dénutrition liée à une pathologie avec inflammation, chronique ou aiguë, donc c'est le sepsis, si c'est aigu, entre autres, ou chronique, une pathologie chronique, ça peut être un cancer, une insuffisance rénale chronique, une insuffisance cardiaque, congestive, etc. Deuxième cas de figure, une dénutrition liée à une pathologie sans inflammation, exemple une pathologie neurocognitive, exemple une hyperthyroïdie, exemple un diabète. Troisième situation, une dénutrition non sous-tendue par une situation pathologique, mais par des conditions socio-économiques précaires, par une anorexie, par une dépression, un état thymique, etc.
Alors, la démarche diagnostique, pour en revenir à notre présentation d'aujourd'hui, elle est absolument essentielle dans la prise en charge de l'état nutritionnel, de la dénutrition du patient, et en particulier du patient âgé. Ce qui nous concerne maintenant, c'est le patient âgé de 70 ans. Donc, cette démarche diagnostique, elle doit envisager plusieurs points. Une évaluation des apports, donc c'est ce qui est bien repris dans la littérature internationale. Existe-t-il un équilibre ou pas de la balance énergétique? Donc, c'est sous-tendu. Quel est le phénotype par rapport à l'état nutritionnel? Existe-t-il une perte de poids? Quel est l'index de masse corporelle? Éventuellement, a-t-on une idée de la composition corporelle, directement ou indirectement, par exemple par l'intermédiaire de mesures anthropométriques? Enfin, quel est l'apport de la biologie dans cette évaluation de la nutrition? Alors, tout le monde connaît les critères HS 2007, qui sont dorénavant caducs et déjà anciens. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, on voit qu'il est question d'albumine, du MNA, de la perte de poids, de l'IMC. Et qu'un seul critère suffit. Donc, effectivement, il y a une évolution très sensible. Alors, pourquoi cette évolution très sensible? Eh bien, parce qu'il y a de nouveaux critères internationaux qui ont été écrits en 2018-2019, donc publiés, sous l'égide de l'ESPEN, mais aussi, on retrouve à peu près la même chose pour l'ESPEN aux États-Unis. Et donc, que nous disent ces nouveaux critères du GLIM? Donc, ça s'appelle le GLIM, c'est un consensus d'experts. Ils nous disent qu'il y a des critères phénotypiques, la perte de poids, donc ils retiennent eux une perte de poids de plus de 5% au cours des 6 derniers mois, entre autres. Ils retiennent au-delà de 70 ans un IMC en dessous de 22 et une réduction de la masse musculaire. Donc, une réduction de la masse musculaire par différentes techniques qui peuvent être l'absorptiométrie, l'impédancemétrie, etc. Mais ils retiennent un de ces 3 critères. Donc, ça, c'est les critères phénotypiques. Et le 10e type de critères sont les critères étiologiques. Donc, on voit que cette approche est très physiopathologique et logique. Donc, avec un premier type de critère qui a une réduction des apports alimentaires, donc soit sur une période d'une semaine, donc inférieure à 50% des apports requis, soit finalement, quelle que soit la réduction, au-delà de 2 semaines, quand on n'a pas des apports suffisants, eh bien, on peut considérer que c'est un critère étiologique, ou quelle que soit finalement cette situation-là, s'il y a de présence d'une pathologie inflammatoire aiguë ou chronique. Donc on en revient au tableau de tout à l'heure, pathologie avec ou sans inflammation, etc. Donc, quel est le mode d'emploi pour le GLIM? Eh bien, finalement, c'est les situations à risque de malnutrition ou dénutrition, c'est des termes synonymes. Deuxième élément, c'est des critères d'évaluation. Donc, on retient un critère phénotypique parmi les 3 que j'ai envisagés, c'est-à-dire une perte de poids involontaire, un index de masse corporelle qui est abaissé, et puis un critère étiologique parmi les 2 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une diminution des apports alimentaires qui ne couvrent pas les besoins pour une période plus ou moins longue. Et deuxième élément, c'est la présence d'une pathologie chronique ou aiguë sous-jacente ou la présence de situations inflammatoires, intestinales, etc. Donc, quand on a un critère phénotypique et un critère étiologique, eh bien, on se trouve devant une situation de dénutrition. Et puis après, il convient d'élaborer la sévérité de cette dénutrition. Donc ça, c'est les critères internationaux du GLIM. Et donc, la HAS a été mandatée pour finalement adapter ces critères du GLIM pour la France et donc envisager de nouveaux critères pour les plus de 70 ans. Donc le MNA, comme on l'a vu, n'est plus retenu comme un outil diagnostique de la dénutrition, mais simplement comme un outil de repérage. Donc il faut bien rentrer ça. Donc MNA, repérage, mais pas élément participatif du diagnostic. Parmi les critères phénotypiques, eh bien, ça rejoint les critères du GLIM dont je parlais à l'instant, un IMC qui est inférieur à 22, une sarcopénie confirmée avec les critères, on y reviendra, de l'EFJOPS 2, une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou 10% en 6 mois ou supérieure à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, finalement, quelle que soit la durée. Donc, un seul de ces critères, IMC, sarcopénie ou perte de poids, est suffisant pour affirmer
donc une dénutrition sur le plan phénotypique, mais ce n'est pas suffisant pour affirmer la dénutrition, il nous faudra en plus un critère étiologique. Alors, revenons-en à ces critères phénotypiques. Donc, pourquoi l'évolution? Vous avez noté que le seuil est à 22 et non plus à 21. Bien, tout simplement parce que la taille diminue avec l'âge. Donc, mécaniquement, vous avez une compensation avec un IMC qui va augmenter avec l'âge. Et donc, le consensus HAS a été de reconnaître et de suivre la proposition du GLIM d'augmenter pour les plus de 70 ans le seuil de l'IMC, non pas à 21, mais à 22. Et on sait qu'à 21, c'était effectivement un seuil pas suffisamment sensible. Autre point important, eh bien, c'est la mesure de la taille. Donc, l'HAS recommande d'utiliser une toise et simplement la formule de Schemla si l'utilisation de la toise n'est pas possible. Alors, la référence par rapport à l'âge adulte, la taille à l'âge adulte n'est pas précisée dans l'HAS, donc par défaut, ça sera une mesure de la toise. Alors, un petit point sur ce qui préside aussi au niveau international à reconsidérer pour les plus de 70 ans un seuil à 22, c'est aussi des courbes de mortalité. On voit que finalement, en dessous d'un seuil de 22, vous avez une mortalité qui va augmenter, comme ça augmente pour des seuils très élevés en cas d'obésité. Au-delà de 32, là, c'est en dessous de 22, effectivement, le seuil de mortalité va réaugmenter de façon assez sensible. Donc, c'est un autre critère qui fait que ce seuil de 22 a été retenu. Autre point important par rapport à ces critères morphologiques, c'est la sarcopénie. Donc, il a été retenu dans cette sarcopénie les critères de Lev-Jobs. Donc, quels sont ces critères? Eh bien, c'est un premier critère de sarcopénie probable, donc il faut envisager la sarcopénie avec des échelles Sarkev, c'est des échelles de repérage, dont aucune d'ailleurs n'a fait preuve d'une sensibilité suffisante, mais quoi qu'il en soit, il faut envisager ce diagnostic de sarcopénie en fonction de ces critères de Lev-Jobs. Donc, sarcopénie probable si vous avez une diminution de la force musculaire, soit au hand grip, soit au test de levée de chaise. Donc, ceci vous donne une sarcopénie probable, et en cas de sarcopénie probable, eh bien, il faut envisager une mesure de la composition corporelle, donc soit par DEXA, mais on sait que l'accès à la DEXA est extrêmement complexe, soit avec l'impédance métrique, qui est un matériel qui n'est pas finalement si coûteux que ça, mais qui a ses limites, en particulier chez l'obèse, et en particulier chez les malades déshydratés ou au contraire hyperhydratés avec des œdèmes. Mais quoi qu'il en soit, ça permet d'avoir une idée de la composition corporelle. Donc, sarcopénie probable, sarcopénie confirmée quand il y a en plus une diminution de la masse musculaire, en particulier la masse musculaire appendiculaire, c'est-à-dire des 4 membres, et ça vous donne le diagnostic de sarcopénie. Et après, il y a la sévérité de la sarcopénie, mais peu importe. Donc, ça fait partie d'un des 3 critères retenus par la HAS. Alors, quels sont les critères pour parler de sarcopénie? Eh bien, en ce qui concerne le test du préhension de force, du hand grip, eh bien, c'est 16 kg chez les femmes. Le seuil est 27 kg chez les hommes. Et pour le test de levée de chaise, chez les hommes et chez les femmes, c'est 15 secondes. Deuxième point à considérer, c'est la mesure de la masse musculaire, donc appendiculaire, donc c'est en fonction des types de mesures, si on la ramène à la taille au carré ou pas, c'est 20 kg chez les hommes, 15 kg chez les femmes, et c'est 7 kg par mètre carré chez les hommes et 6 kg par mètre carré chez les femmes. La mesure de la composition corporelle, donc on l'a dit, peut se faire de façon assez simple par impédance-métrie, avec un appareil validé, donc qui est finalement relativement peu coûteux, et la mesure est assez rapide. Il y a 2 électrodes, le passage d'un courant, et donc l'interprétation des données qui est assez rapide. Alors, il y a d'autres possibilités de mesurer cette composition corporelle, bien entendu. C'est aussi la DEXA, l'absorptiométrie, mais encore une fois, l'accès n'est pas si facile. Il faut un technicien pour interpréter cette DEXA. Donc, ce que veut la HS, en fait, c'est sensibiliser sur la mesure de cette composition corporelle. Puis, il y a d'autres types de mesures, mais qui sont beaucoup plus anecdotiques, bien qu'importantes. Et puis, finalement, peut-être l'anthropométrie, la circonférence du mollet aussi, qui peut être un appoint avec un seuil à 31 cm chez l'homme et chez la femme.
Alors venons-en maintenant aux critères étiologiques. Un seul critère, on a vu 2 critères étiologiques, un seul critère suffit. Une réduction de la prise alimentaire de 50% ou plus pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines, donc c'est-à-dire la personne ne couvre pas ses besoins pendant plus de 2 semaines. On va considérer que là, c'est un critère étiologique suffisant pour parler de dénutrition. Autre situation, une absorption réduite à malabsorption, maldigestion, par exemple intervention, grêle court, etc. Situation inflammatoire intestinale, donc c'est un autre critère qui est suffisant en lui-même. Troisième type de critère, une situation pathologique, est-elle présente ou pas, avec ou sans syndrome inflammatoire, s'agit-il d'une pathologie aiguë ou d'une pathologie chronique ou d'une pathologie maligne évolutive. Donc la présence d'un de ces 3 critères est a fortiori étiologique et a fortiori quand ils sont mêlés. Par exemple, on peut avoir une réduction de la prise alimentaire et une pathologie chronique évolutive, une insuffisance cardiaque congestive, un cancer, etc. C'est effectivement, ça répond présent aux critères étiologiques de cette dénutrition selon les critères 2021. Alors, on voit cette évolution essentielle par rapport à ces nouveaux critères, hein, c'est la place des apports énergétiques, la mesure des apports alimentaires, en particulier la place des diététiciennes qui devient de facto très importante. Il faut avoir une étude de l'alimentation, évaluer les ingestats, par exemple un relevé alimentaire sur 3 jours, et ça suppose un travail collaboratif, bien entendu, avec les soignants. Alors, selon une enquête réalisée il y a 5 ans, que j'avais pu coordonner, donc une enquête PUG, avec l'aide de la société, sous l'égide de la Société française de gériatrie, on voit que l'enquête nutritionnelle, dans l'ensemble des services de gériatrie en France, était réalisée à l'époque que simplement dans 64% des cas, alors que 86% des services déclaraient disposer d'une diététicienne. La surveillance des apports est effectivement pas exhaustive, pas de 100%, simplement de façon, c'était du déclaratif, un peu moins de 80%. Et puis on voit que les apports caloriques quotidiens étaient mesurés finalement dans une minorité, pour une minorité de patients, 5% seulement des patients bénéficiaient de ce type de mesure. Alors, autre point important, c'est finalement comment dire si les apports énergétiques alimentaires permettent de compenser la dépense énergétique. Et encore une fois, pour nos patients hospitalisés, quel est le niveau finalement de dépense énergétique chez ces patients? Eh bien, le ratio entre la dépense énergétique totale et la dépense énergétique de repos est à peu près de 1,3, hein, donc c'est ce que j'avais pu, moi et mon équipe, mettre en évidence. Et ça a été publié dans Nutrients en 2019. Donc c'est 1,3. Ça veut dire des gens qui n'ont pas d'activité quand ils sont hospitalisés, évidemment. Bien entendu, ce ratio est valable que dans cette situation de sédentarité. Alors, quelle situation étiologique, finalement, dans notre travail déjà ancien? On voit que l'amaigrissement est associé aux pathologies malignes. Bon, ça c'est assez évident, aux pathologies psychiatriques, digestives, pathologies endocrines, hein, finalement c'est assez fréquent, pathologies cardio-respiratoires, aux situations septiques, etc. Donc on voit finalement qu'il y a un certain nombre de situations pathologiques qui vont influencer cet amaigrissement, qui vont être la cause de cet amaigrissement, et c'est bien le sens de la HAS que de retenir une situation pathologique à titre étiologique de la dénutrition. La dénutrition sévère, donc il convient, comme d'habitude, d'envisager la sévérité de cette dénutrition, et là aussi, un seul critère suffit, donc c'est plus simple, donc un IMC inférieur à 20, cette fois-ci, donc là on a remonté, hein, avant c'était 18, maintenant c'est 20, ou une perte de poids supérieure à 10%, donc là ça reste identique, en 1 mois ou 15%, en 6 mois ou 15% par rapport au poids habituel, ou une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre, donc là il y a un gros changement. L'albumine intervient uniquement pour le critère de sévérité de cette dénutrition, c'est tout au moins ce qui a été retenu par la HAS. Alors revenons-en un petit peu sur cette biologie de la nutrition, donc un petit rappel sur l'albumine. Donc l'albumine sérique a une demi-vie, donc je vous rappelle qu'elle c'est une protéine qui est synthétisée par le foie, qu'elle a une demi-vie de 20 jours, donc assez longue, voilà, qu'elle varie avec la CRP, avec l'état inflammatoire,
Donc elle est influencée par l'inflammation, donc il y a une diminution de la synthèse hépatique de l'albumine, elle varie en miroir avec les protéines de l'inflammation. On sait maintenant que l'albumine ne varie pas avec le poids. Si un patient qui prend du poids, il ne va pas prendre de façon proportionnelle, il ne va pas augmenter sa concentration d'albumine. Et pareil, en sens inverse. Enfin, on sait maintenant, et c'est extrêmement clair, enfin on le sait depuis un certain nombre d'années, qu'il y a une diffusion extravasculaire de l'albumine. Donc l'albumine qui est mesurée, c'est une concentration. Donc dans un certain nombre de situations de choc, de sepsis, de brûlure, etc., vous avez une diffusion interstitielle de l'albumine, donc qui va faire varier de façon assez importante ces concentrations sériques d'albumine. Donc ça reste un excellent marqueur pronostic, et c'est pour ça que la HAS l'a retenu en tant que critère de sévérité, mais pas en tant que critère nutritionnel stricto sensu, par rapport donc au diagnostic de cette dénutrition. Bon, le petit schéma pour vous montrer la relation inverse entre les protéines donc au-dessus de la ligne horizontale de l'abscisse. Donc on voit que la CRP augmente très rapidement, etc. Et que en miroir, eh bien, vous avez une diminution de l'albumine qui va réaugmenter progressivement dès que le problème infectieux ou inflammatoire va être résolu, mais qui va rester bas si ce problème n'est pas résolu. Alors, dans les messages à retenir, eh bien, finalement, le MNA donc, est dans l'évolution de ces nouveaux critères HAS par rapport aux anciens. Donc, élément clé, le MNA est plus retenu comme un élément diagnostique, mais comme un élément de repérage. Et une mention particulière pour le MNA short form, qui est très rapide à faire. Donc, pensez à ces situations de dénutrition quasiment systématiquement pour un patient âgé hospitalisé, donc ça reste intangible. Il faut bien entendu porter un diagnostic précis, et cette évolution des critères HAS permet justement de retenir à la fois la cinétique du poids, qui doit rester un signe cardinal, bien entendu. Donc là, ça ne bouge pas par rapport aux critères antérieurs. Il faut évaluer les apports, donc ça c'est aussi une situation nouvelle. Et un progrès considérable, puisque dans les anciens critères HAS, l'évaluation des apports n'était pas retenue. Il faut rechercher une maladie associée, donc ça c'est en critères étiologiques. Et puis donc, encore une fois, le diagnostic de la dénutrition est la pierre angulaire de la prise en charge, et il va falloir réévaluer, quand il y aura cette prise en charge nutritionnelle, ces différents critères pour juger de l'évolution de l'état nutritionnel de votre patient. Donc voilà les éléments majeurs de cette évolution des critères HAS qui suivent encore une fois. Donc pourquoi? Eh bien, vous l'avez compris, parce qu'il y a eu une réflexion internationale avec le GLIM en particulier, et donc cette réflexion qui a pu être menée en France a pu permettre de confirmer et d'adapter finalement ces critères internationaux pour la France, et donc d'aboutir à ces nouveaux critères HAS avec l'évolution majeure de critères phénotypiques et de critères étiologiques. Alors, un point particulier sur la sarcopénie. Donc, comme vous l'avez compris, il faut à la fois un diagnostic de sarcopénie probable, non seulement probable, mais confirmé avec une mesure de la composition corporelle, qui reste difficile à obtenir. Donc, en pratique courante, je pense qu'il faudra adapter ces critères de façon à pouvoir retenir, là aussi, une sarcopénie comme étant un élément décisif dans le diagnostic de la dénutrition. Voilà, donc j'imagine que vous avez plein de questions à me poser, et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le professeur. Effectivement, nous avons plein de questions à poser. Alors, du coup, je vais peut-être, si on peut m'enlever le diaporama, que je vois un peu tout le monde. La première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour la personne âgée de plus de 70 ans pour le diagnostic de la dénutrition? Eh bien, parce qu'on admet que l'état physiologique de la personne âgée n'est pas le même que celui d'une personne plus jeune, par définition. La composition corporelle n'est pas la même. Donc, vous savez qu'il y a une diminution assez drastique de la masse musculaire avec le vieillissement. Voilà, et par ailleurs, il y a une diminution, on l'a vu tout à l'heure, de la taille. Donc tout ceci doit amener à une évolution des critères pour des gens au-delà de 70 ans, mais c'est une excellente question.
qui s'est posé effectivement pour la HAS. Très bien. Et donc, il a été retenu effectivement d'envisager une situation différente, comme ça a été retenu à l'échelle internationale, si vous voulez, et en particulier pour l'IMC, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une diminution de la taille. Donc, il faut réévaluer le seuil en plus élevé, puisque par définition, mécaniquement, votre IMC augmente, y compris si vous êtes dénutri. Justement, vous nous parlez de la taille. On a une question sur la taille. Les personnes âgées, donc vous l'avez très bien dit dans votre présentation, qui perdent quelques centimètres en vieillissant. Finalement, pour le calcul de l'IMC, la taille qu'on doit retenir, c'est la taille réelle au moment où on mesure le patient ou la taille qui peut être déclarée par le patient antérieurement? Non, c'est la taille réelle du patient, c'est ce qui est retenu par la HAS. Très bien. Sauf erreur de ma part, mais je crois que c'est ça. Donc, c'est la taille réelle et on ne recommande pas la formule de Schemla, sauf si on ne peut pas mesurer effectivement le patient. D'accord. Je pense que clairement, quand il y a un patient qui est syphoscoliotique, qui bien entendu a des difficultés de statique, etc., il faut envisager une mesure avec la toise et envisager la formule de Schemla. Mais la HAS retient la mesure avec la toise. Une autre question par rapport aux situations d'agression. Est-ce que la maladie d'Alzheimer peut être considérée comme une pathologie chronique évolutive? Oui, ça peut être considéré comme une pathologie chronique évolutive, hein, vous avez raison. Et pour les formes, je dirais, en même temps qu'on a une évolution de la pathologie, hein, de sévérité de cette pathologie, des troubles cognitifs, il va y avoir des dyspraxies de l'alimentation et il est évident que c'est un très fort risque de dénutrition. Et effectivement, et en particulier dans les situations crépusculaires, les patients sont dénutris, hein. Donc oui, c'est un élément important de dénutrition comme n'importe quelle pathologie chronique. D'accord. Et est-ce que l'hospitalisation en elle-même peut être considérée comme une situation d'agression pour la personne âgée? On est dans les facteurs de risque. Oui, l'hospitalisation en elle-même est un facteur de risque de dénutrition, puisque par définition, on va se retrouver dans des situations où il y a des examens. Le malade est hospitalisé parce qu'il est malade, donc il a plusieurs facteurs de risque de dénutrition, la pathologie aiguë ou chronique, donc déjà il répond présent pour un critère étiologique qui est la situation pathologique, sinon il ne serait pas hospitalisé. Donc il a déjà présent pour un critère étiologique. Pour les critères phénotypiques, eh bien, il faudra vérifier la perte de poids, enfin c'est la cinétique de perte de poids, donc ça ne change pas, l'IMC, et puis éventuellement avoir une idée de cette fameuse sarcopénie. Donc là, l'HAS a retenu, je crois qu'il y a eu un vote, a retenu cet élément-là de sarcopénie avérée. Voilà, bon, ça se discute, hein, on aurait pu retenir simplement le diagnostic de sarcopénie probable, c'est-à-dire un patient qui finalement a une diminution de la force, eh bien, ça aurait été un élément phénotypique supplémentaire pour pouvoir affirmer une situation de dénutrition. Mais pour répondre à votre question clairement, l'hospitalisation est une situation à haut risque de dénutrition. D'accord. Et donc, j'avais pu montrer à plusieurs reprises que pour un patient qui est hospitalisé 8 jours, grosso modo, il y a 1 jour de jeûne parmi ces 8 jours. Donc, les apports sont évidemment insuffisants. D'accord. L'un de nos participants souhaiterait que vous puissiez nous expliciter la phrase qui est utilisée pour les nouveaux critères et qui dit que la valeur pronostique de l'albumine ne dépend pas de l'existence d'un syndrome inflammatoire. La valeur pronostique de l'albumine se fait en valeur absolue, si vous voulez. Et donc, l'albumine varie. Ce qu'on veut dire, c'est que l'albumine varie avec l'inflammation et donc n'est pas un bon marqueur spécifique de la dénutrition en tant que telle. C'est pour ça que c'est plus retenu comme critère primaire de la dénutrition comme c'était dans les critères de 2007, si vous voulez. Et je trouve que c'est une très bonne évolution. Par contre, ça reste un très bon marqueur pronostique, si vous voulez. Et c'est à ce titre-là que l'albumine est retenu comme critère, je pense que c'est une bonne chose, comme critère pronostic, le critère sévérité de la dénutrition. À titre d'exemple, il y a maintenant, ça ne nous rajeunit pas, 25 ans,
j'ai fait un travail à l'époque avec Louis Ezac sur 1000 patients hospitalisés en court séjour. Eh bien, le risque de mortalité entre quelqu'un qui avait une albumine normale au-dessus de 35 et pathologique en dessous de 25, eh bien, le risque de décès au cours même de l'hospitalisation était x8. Voilà. Donc, il faut avoir l'esprit très clair. Donc, ça ne rentre plus dans les critères primaires pour une dénutrition. Par contre, ça reste valable pour la sévérité, pour analyser la sévérité de la dénutrition. Très bien. Vous nous avez parlé à plusieurs reprises de l'importance d'évaluer les agestats de la personne âgée. Et justement, aux Hospices Civils de Lyon, nous avons, vous l'avez dit, le relevé des agestats. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'échelle CEFI, par exemple? Alors, j'avoue que je la connais mal, cette échelle. Donc, il faut avoir une idée, c'est absolument essentiel pour le diagnostic, on vient de le voir, de ce que consomme la personne. Ce qu'il faut, c'est une mesure valable des ingestats, donc que ce soit des mesures habituelles avec un relevé alimentaire, avec l'aide des soignants et ensuite de la diététicienne qui va mesurer ces ingestats, qui va mesurer les apports caloriques. Donc, c'est un point tout à fait essentiel dans cette évaluation et dans la prise en charge de la dénutrition. Après, il est évident que ça nécessite des moyens relativement conséquents compte tenu de la fréquence de ces situations et qu'à ce moment-là, peut-être que des échelles, à condition qu'elles soient valides, peuvent être employées. Je ne me prononcerai pas sur cette échelle. D'accord, très bien. Et nous avons plusieurs fois la question en fait qui nous revient de savoir finalement chez la personne âgée, y a-t-il une définition spécifique du surpoids ou de l'obésité chez la personne âgée? À quel IMC on peut considérer qu'une personne âgée est en surpoids ou obèse? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, l'obésité sarcopénique, donc c'est un concept qui se cherche, puisque ça reprend à la fois l'obésité et la sarcopénie. Donc, il n'y a pas de consensus international là-dessus. Bon, la limite de l'obésité, ça reste toujours un IMC supérieur ou égal à 30, mais on l'a vu par rapport aux courbes que j'ai présentées tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Voilà, on voit que, si vous voulez, les mauvais pronostics de cet IMC augmentent surtout au-delà de 32, quoi. Donc, on va dire que finalement, c'est surtout, je mettrai la barre à 32, et il est très important chez ces patients-là, obèses ou en surpoids, d'éviter tout amaigrissement intempestif, puisqu'ils vont perdre beaucoup de muscles, beaucoup de masse maigre et très peu de gras. Et là, c'est un véritable danger pour eux, quoi. Donc, retenez peut-être le seuil de 32, qui correspond à peu près à ces différentes courbes, quand on reprend les différentes méta-analyses et les courbes de survie par rapport à l'IMC. Du coup, on pourrait dire supérieur à 32 en obésité, en surpoids, entre quel IMC en surpoids? 25-30 ou 25-30? Je pense que, si vous voulez, pour un sujet âgé, on le voit très bien ici, le mauvais pronostic réaugmente à partir de 25. Donc, ça veut dire que typiquement, pour un sujet âgé, il faut être entre 25 et 30. Et par rapport aux courbes pronostiques, finalement, il vaut mieux accepter, je parle du sujet âgé, bien entendu, au-delà de 70 ans, je ne parle pas de l'adulte, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, donc il faut accepter, je dirais, un léger surpoids, oui, entre 25 et 30, qui semble quelque chose de favorisant, de meilleur pronostic que si vous êtes en dessous, en tout cas chez le sujet âgé. Donc, quand on fait des études longitudinales, on s'aperçoit finalement que, bien entendu, il y a les éléments de mauvais pronostic de celui qui a toujours été obèse parce qu'il a des complications métaboliques et c'est un facteur de risque cardiovasculaire, etc. Donc, évidemment, oui. Et puis, il y a celui qui était plus maigre, finalement, qui va prendre du poids, je dirais, dans la tranche d'âge 50, 60, 70. Celui-ci, il s'en tire plutôt pas mal, finalement, puisqu'il va avoir une petite augmentation de son poids, un petit surpoids, mais c'est plutôt protecteur. D'accord. Alors, moi, je pense que, si vous voulez, cette histoire d'obésité sarcopénique, en fait, elle reste mal comprise. Donc, est-ce que c'est une entité physiopathologique à part entière? Moi, je pense que oui. Et je pense qu'il y a, et on l'a vu, je dirige un programme
de prévention de perte de mobilité. Et on a fait un travail qui a été publié là récemment, il y a quelques semaines, et qui montre bien que le fait d'être en surpoids est quand même un élément de mauvais pronostic, si je puis dire, dans je dirais, l'amélioration des chiffres, la récupération fonctionnelle ou des performances physiques chez les patients. Donc, le fait d'être en surpoids est un élément qui est péjoratif, si vous voulez, par rapport à la réponse à ce type de programme d'entraînement, quoi, très clairement. Donc, grosso modo, quelqu'un qui est en surpoids au-delà de 30, 32, on peut admettre finalement une augmentation du seuil à 32, au-delà de 32 et qui a une force qui est abaissée, c'est effectivement quelqu'un qui est à risque. Donc, il y a probablement aussi un problème d'infiltration du tissu musculaire par du tissu graisseux. Ça aussi, c'est un point important qui reste relativement mal élucidé actuellement. Enfin, il n'y a pas assez d'éléments dans la littérature pour permettre de se prononcer là-dessus, mais il y a le problème de densité musculaire qui est probablement présent. On peut appeler ça aussi myostéatose si on le veut. Donc, c'est une situation complexe, assez fréquente, hein, c'est 25% de la population quand même. Très bien, merci pour ces réponses à toutes ces questions et pour cette présentation. Nous avons même dépassé en fait l'horaire de cette présentation et de nos échanges. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous rappelle que nous avons un nouveau webinaire demain, qui est le dernier, le webinaire de demain, sur l'autodiagnostic du risque et de la dénutrition. Merci beaucoup à tous. À demain. Au revoir. Au revoir.